Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Patrick Roger. Julian Assange, il va peut-être y avoir une décision aujourd'hui. Il pourrait être extradé vers les États-Unis où il encourt 175 ans de prison pour espionnage. On va rappeler en fait l'affaire dans un instant avec mes invités. Je vous les présente. Eric Alt, qui est magistrat, administrateur de l'association anticorruption Anticor. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Farge, qui est avocat au barreau de Paris, auteur du livre « Le lanceur d'alerte n'est pas un délateur ». C'est bien ça aux éditions Jean-Claude Dattès. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation, Patrick. Oui. Donc, j'aimerais aussi vous entendre au 0826 300 300. Vous pouvez appeler et réagir et débattre et discuter, échanger, en tout cas avec nos invités. Parce que il faut tout dire, tout mettre sur la table autour de Julian Assange. On dit que c'est un lanceur d'alerte. Est-ce que ça l'est vraiment ? On va se poser la question parce qu'il y en a certains qui disent oui, non, il y a de la manipulation derrière ça. Il était avec la Russie, vrai, pas vrai, bien sûr. Parce qu'on rappelle que le fondateur de WikiLeaks, il est incarcéré depuis 3 ans, maintenant 4 ans au Royaume-Uni. Il avait publié des millions de documents confidentiels qui étaient relatifs à l'intervention américaine en Irak, et donc ça avait été publié. Évidemment, ça avait un peu déstabiliser les États-Unis, c'est la raison pour laquelle il est recherché. Comment vous le présenteriez, vous ? Tenez en 2 mots tous les deux. Eric Alt. C'est à la fois un lanceur d'alerte et un journaliste. Oui. Je dirais, la semaine dernière, Navalny est mort. C'est une tragédie. Mais finalement, même si le parcours et le destin sont des destins très distincts, en réalité, qu'ont fait les deux ? Ils ont montré la part sombre d'un système, ils ont dévoilé la corruption des États, et pour cela, ils subissent une persécution politique. Et je crois que quand on veut discréditer quelqu'un, on dit c'est un agent de l'étranger. Navalny est un agent de l'étranger et Assange est un agent au service de la Russie. Quand on veut bloquer quelqu'un, Navalny, ses comptes étaient... Il peut peut-être y avoir des faits, non ? Alors, il y a des faits, mais la question, c'est que Assange a dénoncé des crimes, et par un retournement absurde et kafkaïen, c'est lui qui est devenu criminel. Et il y a là quelque chose d'intolérable. Pierre Farge ? Julian Assange, de toute évidence, coche toutes les cases de la définition du lanceur d'alerte. Il a agi dans l'intérêt général, de bonne foi et de façon totalement désintéressée. Et comme toutes les histoires de lanceurs d'alerte, son alerte s'est retournée contre lui. Il fait l'objet de procédures bâillons depuis plus d'1 décennie. Il est réfugié dans les ambassades du monde entier. Les Américains, Donald Trump, qui a réclamé sa tête publiquement, aujourd'hui les États-Unis se battent en dernière instance pour obtenir son extradition, pour le condamner à la perpétuité. Mais pourquoi les Américains, justement, qui sont plutôt friands de liberté d'expression, ne considèrent pas Assange comme un journaliste qui a été lanceur d'alerte, et disent pour certains que c'est un agent de Moscou, justement. Alors, les Américains sont les premiers au monde qui ont eu une législation en faveur des lanceurs d'alerte. Les Américains ont dans leur constitution, premier amendement, la liberté de la presse, mais je dirais les choses ont bien changé depuis le Watergate, et aujourd'hui, je crois que le complexe militaro-industriel n'a pas du tout aimé qu'on dévoile la façon dont il procède. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, on est en train de discuter devant la Cour d'appel de Londres, on est en train de discuter d'arguments juridiques, bien sûr, mais aussi de la tentative d'assassinat qui avait été conçu par la CIA contre Julian Assange. Oui, mais c'est la mort de Alexei Navalny la semaine dernière est tristement prémonitoire, je crois. Ce sont 2 lanceurs d'alerte qui sont qui sont de la même génération. Pas au même niveau, parce que pas au même niveau. Assange ne faisait pas de la politique, il était journaliste, beaucoup plus, quoi. On peut les comparer, ils ont le même âge, à 5 ans d'écart, ils sont de la même génération, ce sont des opposants politiques, ils sont issus de 2 pays qui sont des adversaires traditionnels, les États-Unis, la Russie, qui respectivement ont accordé la protection aux lanceurs d'alerte
de la Russie et des États-Unis, il y a quand même de grandes similitudes. Ils sont tous les deux malades physiquement, psychologiquement. Ils sont très fragilisés. Julian Assange a été ostracisé de la même façon que Navalny l'a été dans ce centre de détention extrêmement rude dans le cercle arctique. Il y a beaucoup de similitudes. Oui. Et ils sont aussi... L'enjeu est aussi politique que juridique. Oui. Et sur, d'ailleurs, Julian Assange, je pense qu'il faut s'y arrêter de nouveau un instant également sur son état. C'est vrai que on dit qu'il est dépressif, qu'il est au bord du suicide et que voilà. C'est vrai, en tout cas, il ne participe pas au débat devant la Cour d'appel de Londres. Ouais. Il était possible d'avoir une visioconférence et même la visioconférence, on a considéré qu'il était trop faible pour cela. Et c'est vrai que le premier argument qui a été retenu par la juge qui devait statuer sur son extradition était de dire, eh bien, il n'est pas en situation de subir une extradition aux États-Unis au regard de son état de santé, parce qu'en réalité, Nils Melzer, rapporteur des Nations Unies sur la torture, a dit qu'il subit une torture psychologique. Et c'est vrai qu'être maintenu 5 ans en détention, sans condamnation, et dans l'incertitude de son sort, c'est une torture psychologique. Oui. Et la France, elle ne s'exprime pas beaucoup actuellement, de façon très officielle, Pierre Farge. Pourtant, il me semble que l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, à un moment donné, avait pris la défense d'Assange, non ? Alors, la France, oui, brille depuis plusieurs années par son silence, aussi bien pour Monsieur Snowden que Monsieur Assange. Aujourd'hui, l'actualité oblige à reprendre position, mais je pense que la France n'a pas été suffisamment courageuse pour protéger les lanceurs d'alerte en général et Monsieur Assange. Oui, pourquoi, selon vous ? Quand vous dites manque de courage. Malheureusement, une absence de volonté politique de protéger les lanceurs d'alerte de façon générale. On a fait plus en 5 ans qu'on a fait en 50 ans pour protéger les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte vont dans le sens de l'histoire, on légifère beaucoup, mais dès qu'il s'agit d'accorder des protections utiles, efficaces, concrètes, là, il n'y a plus personne. Oui. Et je rappellerai surtout que dans la déclaration de 46, donc qui fait partie de notre Constitution, tout homme qui combat en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République. Et donc, par rapport à ça, Hollande a été lâche. Et lorsqu'il a été question pour l'Assemblée nationale de prendre une recommandation, non contraignante, mais une recommandation pour le gouvernement, afin de dire oui, la France doit accorder un droit d'asile à Julian Assange. Le gouvernement d'alors, qui était Macron, Christer, a dit non. Le gouvernement avait 1000 possibilités d'accorder refuge aux lanceurs d'alerte et ne l'a pas fait. Se cache derrière des arguties juridiques pour ne pas le faire. Parlons juste de Vladimir Poutine qui a refait l'actualité avec la mort de Navalny. Lui a accordé direct, en claquant des doigts, un passeport à Edward Snowden. Oui. Pourquoi la France ne s'est pas honorée en accordant l'asile à Julian Assange? Oui, peut-être aussi parce que on voulait laisser l'enquête avancer. Mais quelle enquête? Il a été jugé par contumace. Oui, c'est ça, par les Américains. Quoi. Les Américains sont contradictoires. Les Américains, ce qu'ils disent, en fait, officiellement, en tout cas, c'est que ce n'était pas vraiment, on l'a évoqué à l'instant, mais ce n'était pas vraiment un journaliste, que finalement, il est allé chercher, c'était de l'espionnage, quoi, et puis qu'il est allé publier des documents officiels. Et quelque part, il n'y a plus de secret défense derrière ça. On peut peut-être il n'a pas violé le secret défense. Il a violé la part sombre, donc l'abus du secret défense. Il a, en réalité, la vidéo qu'on lui reproche, c'est une vidéo où des Américains assassinent sur une pleine place de Bagdad un certain nombre de personnes, dont 2 journalistes de l'agence Reuters. Et aussi, Chelsea Manning, qui a contribué au Wikileaks, a été gracié par Barack Obama. Donc on comprend donc pas bien ces 2 poids 2 mesures du gouvernement américain aujourd'hui. Oui. Allez, nous poursuivons dans un instant avec nos invités. Eric Alt, donc magistrat de l'association Anticorps, et puis Pierre Farge, avocat également, qui a publié Le lanceur d'alerte n'est pas un délateur. Sur les lanceurs d'alerte, il y a cette histoire de Julian Assange, mais qui résonne beaucoup aussi aujourd'hui avec la liberté d'expression et les lanceurs d'alerte. Vous pouvez réagir 0826 300 300. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Nous continuons jusqu'à 10h ensemble sur Sud Radio. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente
Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Patrick Roger. À travers le procès de Julian Assange, c'est la liberté de la presse et la protection des lanceurs d'alerte qui est probablement derrière, en filigrane, bien sûr, ici, en Occident, comme partout, évidemment, dans le monde. Mes invités, et vous pouvez réagir aussi, bien sûr, poser des questions si vous le souhaitez. Eric Alt est magistrat, administrateur de l'association Anticorps et Anticorruption, donc, et puis Pierre Farge, qui est avocat au barreau de Paris, qui a écrit donc sur les lanceurs d'alerte. Tout à l'heure, nous évoquions la France, qui a observé finalement un devoir, enfin pas un devoir, mais en tout cas une position de neutralité dans cette affaire. Beaucoup de réserves, Beaucoup de réserves. Pourquoi trop de réserves, à votre avis? Peut-être par atlantisme, par... C'est-à-dire qu'on laisse les Américains, voilà, on est plus les alliés des Américains que... Je pense qu'on s'honorerait effectivement à protéger plus fermement les lanceurs d'alerte, à prendre position, quitte à ne pas aller dans le sens des Américains. Rappeler qu'on a une souveraineté et qu'on peut l'exercer quand on le souhaite. Ouais. Nous sommes les alliés des Américains, nous avons un destin commun avec l'Amérique, mais nous ne sommes pas les caniches des États-Unis. Et c'est là la différence. Nous ne sommes pas censés obtempérer tout ce que les États-Unis veulent. Et donc c'est ça l'enjeu. Et je dirais que l'enjeu est évidemment un enjeu juridique, mais c'est d'abord un enjeu politique. Alors politique aussi peut-être, parce qu'il y en a certains qui expliquent aussi que ça pouvait être un agent de Moscou. Je le disais en fait au début. Donc aujourd'hui c'est délicat dans ces conditions. Si on prend cette hypothèse, c'est comme on disait de Navalny, c'est un agent de l'étranger. Ouais. C'est un argument ça, un c'est peu Poutine facile. qui disait, on l'a dit de tous, on l'a dit de Edward Snowden, on le dit de Julian Assange, on le dit de Navalny. Oui. Personne n'est dupe. En tout cas, s'il y avait, on va venir tout à l'heure sur la condamnation, mais est-ce qu'aujourd'hui, les lanceurs d'alerte se sentent menacés dans le monde, notamment Pierre Farge, puisque vous avez écrit... C'est une question très générale. Et qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte, parce que vous dites... Le lanceur d'alerte, la France, pour la première fois, a défini le lanceur d'alerte en 2018. C'est à l'article 6 de la loi Sapin 2. C'est quelqu'un qui agit dans l'intérêt général, de bonne foi et de façon désintéressée. Voilà. Oui. Bon. Ça, c'est la définition française. Maintenant... ce texte aurait voulu qu'on accorde une protection effective aux lanceurs d'alerte, parce que ça sert à rien de le définir si on n'accorde pas une protection, et c'est là que le bas blesse, puisqu'il n'y a rien qui suit derrière. Oui. Eric Alt. Il y a à la fois dans la loi et dans la Constitution, je l'ai rappelé, des raisons qui auraient permis d'accueillir Julian Assange, et on ne l'a pas fait. Et là, effectivement, la question est de savoir, à la fois c'est un journaliste et un lanceur d'alerte, et de deux points de vue. Il devait être accueilli, parce que j'ajoute la chose suivante. Si quelqu'un qui diffuse des informations, qui est un ressortissant australien, qui les diffuse à partir de l'Europe, doit répondre de la loi américaine, ça veut dire que chaque fois qu'une question sensible sera divulguée, qui déplaît aux puissants, eh bien, ce ne sera plus possible. Parce que derrière Julian Assange, il y a Le Monde, il y a le New York Times, il y a le Guardian, et ces organes de presse qui ont relayé des informations de Julian Assange, eh bien, je pense qu'il serait également menacé à terme, peut-être pas dans la procédure actuelle, mais à terme. C'est un message que veulent faire passer les Américains, comme Poutine a voulu faire passer avec Navalny. C'est tous ceux qui, à nouveau, se risqueraient à vouloir partager des informations au prétexte de l'intérêt général. Voilà ce qui vous arrivera. Des procédures bâillons et peut-être la mort. Alors, sur les lanceurs d'alerte, puisque vous travaillez tous les deux sur ce sujet aussi, c'est vrai qu'il y a ce cadre très général que vous avez énoncé, qui existe. Après, il y a des questions qui peuvent se poser, c'est-à-dire, est-ce que on va sortir des éléments par règlement de compte? Il faut que tout ça soit encadré dans une procédure, quoi. Aujourd'hui, on agit vraiment au cas par cas. Les magistrats, quand ils rendent des décisions, ils considèrent a posteriori que effectivement les lanceurs d'alerte ont la qualité de lanceurs d'alerte en leur donnant raison dans la procédure, par exemple dans une procédure de licenciement ou considèrent a posteriori. Ils se disent, oui, c'est un lanceur d'alerte ou ce n'est pas un lanceur d'alerte, quoi, en quelque sorte. Parce que selon le sens qu'ils donnent à leur jugement. Oui, effectivement. Et même comme l'ouverture d'une information, quoi, d'une enquête. C'était particulièrement important, Eric Alt, quoi. C'est à la fois un lanceur d'alerte
et un journaliste. Quand même, c'est quelqu'un qui diffusait de l'information et qui diffusait une information. Wikileaks, c'était un organe qui devait permettre précisément aux lanceurs d'alerte de diffuser une information sensible, sans s'exposer leur liberté, sans exposer leur vie. Oui. Et c'est ceci qu'a fait Julian Assange. En réalité, c'était un peu l'avant-garde d'un nouveau journaliste de données et d'un nouveau journalisme sur le net. Et ce projet, effectivement, est un projet très ambitieux et un projet qui prenait, qui gênait un certain nombre. Oui. Et à ce point, ça gênait que lorsqu'on a appris par Julian Assange que François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac avaient été espionnés par les États-Unis et que l'information était partagée entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie, il n'y a pas eu de grande réaction et ce n'est pas la moindre des absurdités de toute cette affaire. Est-ce que vous avez le sentiment que pour certains, ça les a conduits à de la prudence, voire bâillonnés en quelque sorte, bien que sûr. Ce soit ces aux États-Unis, en France ou ailleurs, en Russie. Ces exemples n'encouragent pas du tout les initiatives. À mon cabinet, il y a des dossiers de premier ordre qui ne sortent pas parce que justement, les lanceurs d'alerte, quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent, la sécurité, la défense nationale, l'environnement, la santé, se disent que ça représente trop de risques de lancer l'alerte. Il y aura trop de procédures bâillons. Donc ils viennent quand même vous voir, ils disent voilà... Pour apprécier le risque que ça représente de procédures bâillons et des conséquences que ça aura sur leur quotidien. Et nombre d'entre eux, faute de protection efficace, de protection utile, par exemple, contrairement à ce qu'on dit d'un organe, d'une autorité en France qui accorde ce statut ab initio, eh bien, on décide de ne pas lancer l'alerte. Ça fait réagir au 0826 300 300. C'est Alain qui est avec nous. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu nos invités sur Julian Assange. Quelle est votre réaction, votre position? Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous ou poser comme question, mon cher Alain? Voilà. Ce qui m'a fait intervenir surtout, c'est qu'il y a quelqu'un d'anticorps qui est là. Oui. Et moi, j'étais un petit peu scandalisé par plein d'histoires, mais bon, pour l'instant, restons sur ce qui nous intéresse. Le problème, c'est que là, on est tous en train de pleurer sur le sort de Navalny, mais on est en train de faire la même chose, à savoir que Poutine, on peut rien faire de ce côté-là, puisque lui, il est tellement à part de tout ça, sans gêne, voilà, donc on peut rien faire de ce côté-là. Mais pour Julian Assange, on peut faire quelque chose. Enfin, on aurait pu. On pourrait bouger les coudes, on pourrait se bouger pour que ça se passe, et la France pourrait faire quelque chose. Alors, quand vous posiez la question tout à l'heure à la personne d'Anticor, là, pourquoi la France bouge pas? C'est simple, on veut pas trop emmerder les Américains, parce que les Américains, c'est toujours nos alliés sur plein de choses. Ils sont voilà. Et le problème, c'est que si on ne fait rien, si on bouge pas, ce qui va se passer, on va arriver comme on a fait pour Anticor, on a supprimé leur agrément. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais on est en train de jouer avec nous. On est en train de faire ça. Personne ne dit rien. Et la France pleure sur Navalny. Mais quand on demande à la France de faire quelque chose pour ça, parce que on peut faire le parallèle entre Navalny et Assange, la France dit rien. Donc en fait, on sait voilà. Donc ça, c'est un petit peu le truc qui me gêne beaucoup. Alors l'histoire d'Anticor, tant qu'on est là, je trouve débile qu'on supprime le truc d'Anticor là, l'agrément. Mais en plus, on ne dit rien. On n'explique pas pourquoi. Donc c'est un peu ça. On a essayé de le dire à plusieurs reprises sur Sud Radio, mais vous avez... J'imagine bien. C'est pour ça que je vous appelle aussi. Mais là, on peut écrire un livre. On est en train de faire ça avec Anticor, mais vous, je suis content de vous avoir parce que justement, pour une fois, je peux parler. Et la radio, vous faites partie aussi des lanceurs d'alerte finalement, parce que finalement, vous dénoncez des choses que le gouvernement ne veut pas dire. Et alors, pareil, c'est pareil pour CNews. On est en train de faire la même chose pour CNews. CNews, ça dérange. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va les emmerder un petit peu avec l'ARCOP et tout ça pour que ça s'arrête. Je pense qu'il faut un jour pour faire quelque chose. Alors voilà. Et puis alors, juste après. Non, mais vous avez ouvert effectivement le débat sur un autre débat, même avec CNews, bien sûr, la liberté d'expression jusqu'où et l'ARCOM qui a pris de la hauteur par rapport à cette décision, cette annonce de Reporters sans frontières. On va pas ouvrir le débat, on en a déjà parlé ce matin, mais vous avez raison, Alain, de
poser cette question. Eric Alt, donc, ce que disait en fait Alain, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de s'embrouiller. Oui, c'est ce que je disais un peu d'une autre façon. Nous sommes les alliés des États-Unis, le monde est bipolaire, et nous avons un destin commun avec les États-Unis, mais nous ne devons pas être subordonnés aux États-Unis. Est-ce qu'il est bipolaire, tripolaire, quadripolaire en fait aujourd'hui, parce qu'il y a la Chine, il y a d'autres, c'est ça, il y a d'autres continents où sur la géopolitique, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que ce n'est pas le moindre des paradoxes d'avoir Snowden réfugié en Russie et d'avoir Assange ainsi poursuivi. Que peut-il se passer aujourd'hui pour Assange? On va terminer peut-être là-dessus. Pierre Farge. On est devant la juridiction suprême britannique. Si elle fait droit à la demande d'extradition, le seul recours encore qui s'offre aux lanceurs d'alerte, c'est saisir la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Malheureusement, ce recours n'est pas suspensif. Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur britannique peut signer l'ordonnance d'extradition et le lanceur d'alerte être enfin effectivement extradé aux États-Unis. Maintenant, la CEDH a le pouvoir, en vertu de l'article 39, d'ordonner des mesures provisoires, et c'est-à-dire donc qu'il ne soit pas extradé tant que la CEDH n'a pas tranché. Voilà. Bon. Et donc évidemment, sauf que c'est pas suspensif, donc oui, c'est donc juridiquement, le ministre britannique serait en droit donc de signer la demande d'extradition. Maintenant, ce serait extrêmement risqué politiquement s'il arrivait malheur à Assange, parce que s'il venait à disparaître dans les mêmes conditions que Navalny, s'il était extradé aux États-Unis. Avant que la CEDH n'ait rendu sa décision. Voilà, donc ça c'est la version positive. Le rapport de force s'instaure. On attend la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et j'ai assez confiance dans l'issue de cette procédure. Ah bon, oui. Mais pourquoi? Parce que la Cour européenne des droits de l'homme accorde à la liberté d'expression beaucoup d'importance. Mais sauf que ce n'est pas forcément suspensif. Alors ça, c'est la version négative. On préjugerait la décision. C'est la version négative. Donc le ministre de l'Intérieur britannique, je veux dire, se moque des droits humains, se moque de ses engagements, des engagements de son pays vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme. Julian Assange est extradé. S'il est extradé, il va répondre non pas devant une juridiction à San Francisco, à New York, où il pourrait espérer éventuellement un procès impartial, mais devant une juridiction d'Alexandria en Virginie, qui est le lieu où résident beaucoup de militaires et beaucoup d'agents de la CIA et leurs familles. Donc la condamnation est quasiment assurée. Donc soit il y aura une condamnation à une peine qui pourrait être élevée. Manning a été condamné à 35 ans avant d'être gracié par Obama. Soit il va devoir négocier, mais négocier pour 20 ans de prison, c'est une situation à laquelle il pourrait ne pas survivre. Et donc on parce aurait... qu'il est dépressif aussi. Il a 52 ans aujourd'hui, et il pourrait être, si jamais il était extradé, aller dans une prison haute sécurité dans le Colorado. Alors voilà, il y a des engagements des États-Unis, mais ce genre d'engagement ne vaut pas grand-chose. Bon, on n'aura peut-être pas la décision aujourd'hui parce que la Haute Cour se prononce, et donc ça peut être aussi mis en l'équivalent de délibéré, quoi. Bien sûr, l'équivalent de délibéré, une décision un petit peu plus tard, et puis ensuite il y a tous les recours possibles, même si ce n'est pas forcément suspensif, ce que vous nous avez bien expliqué tout à l'heure. Merci à tous les deux d'avoir participé donc à ce débat. On va suivre ça, bien sûr, on vous en reparlera. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman, Valérie avec les débats, et juste avant ça, la partie média, avec un autre lanceur d'alerte, si je puis dire. Non mais je plaisante, c'est Vincent Lagaffe qui sera l'invité. Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Patrick Roger. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.